Une fillette de 6 ans a été traînée dans la cour par sa belle-mère et son amant juste après être revenu de l'enterrement. Puis on lui a versé un seau d'eau sur la tête sous prétexte de chasser le mauvais sort. Elle serrait fort son ours en peluche, ses petites jambes tremblant devant la maison. Soudain, une voiture de luxe s'est arrêtée brusquement à l'extérieur. Un homme riche en est sorti, a drapé son manteau sur les épaules de la fillette et n'a prononcé qu'une seule phrase qui a ouvert la confrontation dans laquelle les méchants seraient forcés de payer le prix. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un commentaire avec vos pensées sur cette histoire et donnez-nous une note de 1 à 10. Allez-vous bien aujourd'hui? S'il y a quoi que ce soit dans votre esprit que vous aimeriez partager, je suis toujours là pour écouter. Je vous souhaite quelques moments calmes et sincères en suivant cette histoire de guérison le long du chemin du courage et de la justice. La porte en bois s'est refermée derrière le groupe qui venait de rentrer du cimetière. La maison était si silencieuse que le tic-tac de l'horloge murale ressemblait à un lourd marteau qui tombe. Emma Collins, 6 ans, serrait fort contre sa poitrine un ours en peluche usée. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Cet ours était le dernier cadeau que sa mère lui avait offert avant de mourir dans un accident de voiture des années auparavant. Et maintenant, son père, Richard Collins, un homme d'affaires prospère et un père aimant, venait de décéder après une longue maladie. À l'intérieur de la vaste maison, Emma se sentait soudain si petite. C'était étouffant. Karen Collins, 35 ans, la femme qui était entrée dans cette maison il y a seulement 2 ans en tant que belle-mère, avait passé la matinée au cimetière à faire semblant de sangloter et à essuyer ses larmes sans fin. Mais au moment où la porte s'est fermée, son visage a complètement changé, devenant froid et dur. Ses yeux se sont tournés vers Emma sans la moindre trace de compassion, comme si elle regardait un obstacle irritant. Emma a murmuré, sa voix tremblante. Je peux, je peux nettoyer la maison pour toi, maman? Karen s'est retournée, a laissé échapper un rire amer et a lancé d'un ton dégoulinant d'arrogance. À partir de maintenant, je suis la maîtresse de cette maison, celle qui prend les décisions. N'ose pas jouer l'innocente juste pour gagner ma pitié. Emma s'est figée sur place, serrant plus fort son ours, ses petits doigts s'enfonçant dans le tissu effiloché. À ce moment, la porte s'est ouverte. Un homme est entré, traînant d'une valise qu'il a laissé tomber lourdement sur le sol. C'était Robert Hayes, 38 ans, le frère cadet de Richard. Aux yeux de beaucoup, Robert n'était depuis longtemps qu'un homme gâté qui vivait dans l'ombre de son frère. Pourtant, aujourd'hui, il est entré avec assurance, comme si cette maison lui avait toujours appartenu. Robert s'est laissé tomber sur une chaise, a dévissé une bouteille de whisky déjà posée sur la table et a bu une longue gorgée. Puis il a toisé Emma de haut en bas et a craché par terre. Salut Emma, à partir de maintenant, je serai ici pour prendre la place de ton père bon à rien. Emma a eu le souffle coupé et a reculé, balbutiant. Oncle, pourquoi es-tu dans la maison de mon père? C'est la maison de mon père. Karen s'est tournée vers elle, sa voix tranchante et vicieuse, chaque mot frappant comme une gifle sur le visage de l'enfant. Ton père est mort, tu comprends ça? Dans cette maison, c'est moi qui décide, et mon homme maintenant, c'est Robert. À partir de ce moment, tu n'as plus le droit de parler dans cette maison. Soit tu te tais, soit tu sors. Emma est restée abasourdie, les larmes montant à ses yeux. Robert a laissé échapper un rire méprisant, sa voix stridente dégoulinant de moquerie. Regarde-toi, juste une petite profiteuse pathétique qui ne sait rien faire d'autre que pleurer et s'accrocher à cet ours en peluche en lambeaux. Ton père était un idiot de te gâter, et maintenant tu te prends pour une sorte de princesse. Plutôt une princesse déchue. Dans cette maison, tu n'es rien d'autre qu'une horreur, un fardeau que tout le monde souhaite jeter dehors. Emma tremblait, serrant plus fort son ours en peluche. Je, je serai sage. Je ne dérangerai pas. Karen s'est soudain levée d'un bond, les yeux brillants de cruauté. Elle a attrapé le bras d'Emma et s'est emparée de la petite valise déjà remplie de quelques vêtements usés. L'ours en peluche a été arraché des mains d'Emma et jeté dans la cour. Karen est sortie en trombe, portant un seau d'eau froide. Sors de ma maison. J'en ai marre de faire semblant d'être ta mère bienveillante. Espèce de petite peste agaçante. Ton père est mort, ta mère est morte, tout ça à cause de toi. Je dois laver la saleté que tu apportes, enfant maudite.
Rien que de te regarder me donne la chair de poule, sans parler de t'avoir sous le même toit. Emma a haleté de panique. Non, maman, s'il te plaît, j'ai si froid. Je promets que je serai sage, je ne parlerai plus. Karen a serré les dents. Tu n'es pas de mon sang, n'ose pas m'appeler maman. Je n'accepterai jamais un parasite sans valeur comme toi. Je ne veux plus voir ton visage dans cette maison une seconde de plus. Dehors. Elle a lancé le seau d'eau froide directement sur Emma. L'eau a trempé ses cheveux et ses vêtements, s'infiltrant dans sa peau jusqu'à ce qu'elle frissonne de manière incontrôlable. L'ours en peluche gisait, détrempé sur le sol, écrasé sous la chaussure de Robert, alors qu'il croisait les bras et ricanait. Regardez ça, passe différente d'un chiot errant. Ça lui va parfaitement. Emma a joint les mains, les yeux grands ouverts de supplication désespérée, cherchant de l'aide. Quelques voisins se tenaient à distance, mais dès que son regard a croisé le leur, ils ont rapidement fermé leurs portes et se sont détournés. Personne n'a osé intervenir. Emma s'est effondrée par terre, serrant l'ours en peluche abîmée, ses larmes se mêlant à l'eau glacée sur ses joues. Sa voix rauque a percé la nuit. Papa, où suis-je censé aller maintenant? À ce moment, le bruit d'un moteur a résonné. Une Cadillac élégante s'est garée juste devant le portail. La porte s'est ouverte et un homme est sorti. Il portait un costume sombre, ses yeux vifs mais remplis de choc. Il s'est figé, regardant la scène au-delà du portail. Une fillette de 6 ans recroquevillée dans la cour, trempée jusqu'aux os, les yeux rouges, serrant un vieux jouet comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Son regard trahissait une douleur qu'il ne pouvait cacher. L'homme a serré le poing et, à cet instant, les souvenirs de sa propre enfance abandonnée ont ressurgi. Il a fait un pas en avant, sa voix rauque d'émotion. Que se passe-t-il ici? L'homme était Ethan Collins, 40 ans, un millionnaire autodidacte souvent mentionné dans des magazines financiers tels que Forbes, Fortune et The New York Times. Il avait bâti un empire immobilier s'étendant sur plusieurs États, connu comme un stratège froid en affaires, mais secret sur sa vie privée. Peu de gens savaient que derrière cette image glamour, il portait une enfance blessée, abandonnée un jour, vivant dans la peur de la violence de son beau-père et de la négligence de sa propre mère. Le portail s'est ouvert et Ethan Collins est entré dans la cour détrempée par la pluie, figé sur place. Sa veste de costume sombre bougeait légèrement dans le vent alors qu'il avançait, son visage aux traits fins, ses yeux encore stupéfaits à la vue d'une petite fille trempée d'eau froide, frissonnant au milieu de la cour. Ethan a lentement retiré son manteau et l'a drapé sur les épaules d'Emma. La petite silhouette dessous a tremblé sous la chaleur encore persistante du tissu. Emma a levé les yeux, ses yeux tachés de larmes brillant d'un espoir fragile. Sa petite main s'est agrippée au bord de son manteau, comme si elle avait peur qu'il puisse disparaître. Ethan a resserré doucement sa prise sur son épaule, puis a levé la tête. Sa voix s'est sortie rauque, chaque mot empreint d'une colère contenue. Richard est parti depuis moins d'un jour. C'est comme ça que vous traitez sa fille? Karen a cligné des yeux, ses épaules tremblant légèrement. Une seule fausse larme a coulé sur sa joue. Sa voix a tremblé, bien qu'elle portait une pointe glaciale. Tu as mal compris, Ethan. Je voulais seulement lui apprendre à écouter, à se comporter poliment. La fille est têtue, irrespectueuse envers son oncle. Je ne faisais que lui faire un peu peur. Robert a laissé échapper un rire moqueur et a soufflé la fumée de sa cigarette dans sa direction. Je suis son oncle. Je te suggère d'arrêter de te mêler des affaires de famille. Tu es déjà arrivé en retard à l'enterrement et maintenant tu veux jouer les héros. Ce ne sont pas tes affaires, alors reste en dehors de ça. Un éclair froid a vacillé dans les yeux d'Ethan. Les souvenirs ont afflué dans son esprit. À 15 ans, c'était Richard, l'ami même qui reposait maintenant dans la terre, qu'il avait sorti des nuits remplies de coups, de sous la table, où il se cachait des coups de son beau-père. Richard lui avait offert un abri, une véritable amitié. Et maintenant, devant cette scène, Ethan savait qu'il était temps de rembourser cette dette. Emma a tiré sur sa manche, sa voix tremblante de peur et de désespoir. « Oncle, ils vont me jeter dehors encore. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, aide-moi. » Ethan a baissé les yeux sur elle. À cet instant, la peur dans les jeunes yeux d'Emma était la même terreur qu'il avait autrefois portée en lui. Il a pris une profonde inspiration, puis s'est retourné pour faire face à Karen et Robert.
Elle vient avec moi, a-t-il dit fermement, ne laissant aucune place à la discussion. Karen a incliné la tête, ses yeux brillants de méchanceté. Elle était sur le point de protester, mais Robert a posé sa main sur son coude et a baissé la voix avec un rire moqueur. Laisse-le la prendre. Cette petite peste reviendra en rampant tôt ou tard. Karen s'est figée, ravalant sa colère, forçant un sourire tordu. Elle a marmonné entre ses dents serrées. Très bien, si tu veux jouer les héros, vas-y. Voyons combien de temps tu pourras la supporter. Elle n'est rien d'autre qu'un porte-malheur. Ethan n'a pas répondu. Il s'est simplement penché, a soulevé Emma dans ses bras et est sorti directement par le portail. Une Cadillac Escalade élégante attendait déjà, sa porte s'ouvrant et se fermant doucement derrière eux. À l'intérieur de la voiture, Emma était assise, pressée contre le siège, sa petite main serrant un vieil ours en peluche. Ses grands yeux brillaient d'inquiétude avant qu'elle ne murmure, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Monsieur, allez-vous me laisser aussi, comme ma belle-mère le fait? » Ethan a serré plus fort le volant, ses jointures devenant pâles. Dehors, les rangées d'arbres s'estompaient et défilaient. À l'intérieur de sa poitrine, de vieux souvenirs s'agitaient. Des nuits où il était assis, frissonnant près d'une fenêtre, attendant une main pour le soulever, une main qui n'est jamais venue. Il a dégluti difficilement, son regard fixé fermement sur la route. Pas un seul mot n'a quitté ses lèvres. Seul le bourdonnement régulier du moteur remplissait le silence, et la tension dans ses mains tremblait si fort qu'Emma pouvait la sentir. La voiture s'est élancée dans l'obscurité, emportant avec elle une question restée sans réponse dans le cœur d'Emma. La peur ne s'était pas encore apaisée. Dans les yeux d'Ethan, le passé et le présent se heurtaient, signalant un voyage dont la fin était encore incertaine. La voiture est entrée dans le garage souterrain. Ethan s'est garé à sa place réservée, a coupé le moteur et s'est penché pour ouvrir la porte à Emma. Il a posé sa main chaude sur son épaule, lui faisant signe de le suivre. Ils ont traversé le hall où le portier, M. Harris, a fait un léger signe de tête. Il avait la cinquantaine, était calme et poli. Ses yeux sont tombés sur les vêtements trempés d'Emma et il a semblé vouloir demander quelque chose, mais il s'est retenu en rencontrant le regard sévère d'Ethan. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ils se tenaient côte à côte, Emma serrant son ours en peluche mouillée, les yeux fixés sur le bout de ses chaussures. Lorsque la porte s'est à nouveau ouverte, un couloir moquetté les a menés à l'appartement du coin. Ethan a passé sa carte, la lumière a clignoté et la porte s'est déverrouillée. À l'intérieur, le penthouse était spacieux, avec une cuisine ouverte et un salon aéré. Tout était net et ordonné, mais le silence était si complet que le bruit de la respiration semblait fort. Ethan a tendu à Emma une serviette douce et a désigné la chaise. « Assieds-toi ici un moment, je vais te chercher quelque chose de sec. » Emma a fait un petit signe de tête. Il lui a apporté un petit pull et un pantalon de survêtement, puis a indiqué la salle de bain. Quand elle est sortie, ses cheveux avaient été légèrement séchés, le pull trop grand engloutissant sa silhouette, la faisant paraître encore plus petite. Ethan a réchauffé une casserole de soupe au poulet, l'a versée dans un bol et a placé une cuillère à côté. La douce chaleur s'est répandue dans l'air. Emma l'a regardé, puis a repoussé le bol. « Je ne mangerai qu'un peu, je ne veux pas me faire gronder. » Ethan est resté silencieux quelques secondes. Il a tiré une chaise en face d'elle, sa voix lente et stable. « Ici, tu n'as pas à demander la permission juste pour exister. » Emma a cligné des yeux, comme si elle attendait une condition à suivre. « Tu manges quand tu as faim, tu dors quand tu es fatigué. Personne ne te grondera pour ça. » Elle a pris la cuillère, a pris une petite bouchée et a soufflé doucement dessus. Elle mangeait lentement, lui jetant des regards furtifs entre chaque cuillerée. Ethan ne l'a pas pressé. Il est resté assis, les mains croisées, comme s'il attendait que sa respiration s'apaise. Quand le bol fut à moitié vide, Emma posa la cuillère. « Tu ne me détestes pas, n'est-ce pas? » Ethan répondit après une pause. « Personne n'a le droit de haïr un enfant simplement pour son existence. » Emma baissa la tête, sa voix s'amenuisant. « Ils ont dit que je portais malheur. Tu es la fille de Richard et tu es toi-même. Personne ne peut te définir par sa cruauté. » Il se leva, prit une fine couverture et la drapa sur ses jambes, puis rangea tranquillement. Le cliquetis de la vaisselle était à peine audible. Emma murmura. «
Je ne salirai pas la maison. Ethan se retourna, offrant un léger sourire. Une maison est faite pour être habitée. Ce n'est pas une salle d'exposition. Ici, tu as le droit de faire un peu de désordre. La nuit s'installa. Ethan conduisit Emma dans la petite chambre d'amis. Le lit était déjà fait. Il posa une veilleuse en forme de lune sur la table de chevet et lui tendit un verre d'eau. « Veux-tu appeler quelqu'un? » Emma secoua la tête. Elle serra son ours en peluche et se glissa sous la couverture. Ses yeux la piquaient, mais elle se força à se retenir. Après un moment, un petit sanglot s'échappa, pas plus fort que le vent. « Maman, papa, pourquoi m'avez-vous laissé avec eux? » Ethan était assis devant la porte, le dos contre le mur, les mains jointes. Il n'a pas frappé, n'est pas entré. Il a seulement écouté. Les sanglots à l'intérieur se sont calmés, s'interrompant en éclats irréguliers jusqu'à s'évanouir complètement. Ses yeux étaient rouges. De vieux fragments de mémoire s'agitaient douloureusement. Un petit garçon comptait autrefois les pas d'un homme ivre dans le couloir, ravalant ses propres pleurs pour ne pas être découvert. Richard avait sorti ce garçon de cet endroit, lui avait donné quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Ethan regarda la porte à moitié fermée et se dit qu'il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Il retourna à la cuisine, se prépara une tasse de thé, s'assit à la table et ouvrit son ordinateur portable. Il tapa un court email à l'avocat Anderson, puis fit une liste de ce qui devait être fait le lendemain matin. Confirmer le statut juridique de la tutelle temporaire, contacter l'école d'Emma, organiser un rendez-vous avec un psychologue pour enfants et passer l'appel inévitable à Karen. Tout devait suivre le bon ordre, sans précipitation, mais sans délai. Il éteignit la lumière de la cuisine, ne laissant que la lampe du couloir. Retournant s'asseoir devant la porte de la chambre, il ferma les yeux quelques minutes. Il n'y avait aucun bruit, sauf la respiration régulière d'un enfant qui venait de supporter une journée bien trop longue. Dans le calme, un faible son vint de sous la couverture. Emma bougea, son ours en peluche glissa de sa main et heurta doucement le cadre du lit. Du plus profond de son rembourrage en coton usé, un fragile bruit de cliquetis, comme du métal frôlant du métal, s'échappa puis disparut. Emma dormait. Ethan ne l'entendit pas. L'appartement replongea dans le silence, comme s'il gardait un secret pas encore prêt à être révélé. Le matin, Ethan poussa doucement la porte du salon et débarrassa les bols et les cuillères laissés sur la table. Il entendit le faible grincement d'un lit, puis les pas nus d'Emma. La fillette serrait son ours en peluche, pliant la couverture soigneusement par habitude de son ancienne maison. Emma posa l'ours et, par hasard, remarqua une petite couture lâche sur son oreille. Elle tira dessus, un mince morceau de tissu se détacha, révélant quelque chose de dur coincé à l'intérieur. Emma y glissa son doigt et en sortit une clé USB en argent, pas plus grande que le bout de son doigt. Elle leva les yeux, ses yeux écarquillés. « Oncle Ethan, l'ours est déchiré et il y a ça. » Ethan arrêta ce qu'il faisait et s'approcha. Il prit la clé USB, regarda Emma et demanda « Veux-tu qu'on regarde ensemble ce qu'il y a dedans? » Emma fit un petit signe de tête, serrant toujours fort l'ours en peluche contre sa poitrine. Ethan ouvrit l'ordinateur portable sur la table de la cuisine. Il brancha la clé USB et l'écran afficha un seul fichier audio nommé avec une date d'il y a 1 an. Il cliqua sur Play. Des haut-parleurs, la voix de Richard sortit, tremblante mais claire. « Robert, c'est quoi cette bouteille de médicaments? Je n'en ai pas besoin. Quand je le prends, mon cœur s'emballe. Karen, où as-tu eu ça? » La voix de Robert répondit, froide et plate. « Le médecin l'a prescrit. Prends-le. Tu es faible. Ne sois pas paranoïaque. » Il y eut un court silence, puis la voix de Karen se glissa, chuchotant près de l'appareil. « Laisse-le boire plus, qu'il meure enfin. » Bunsen pressa sa main contre le bord de la table. Emma cligna rapidement des yeux, puis éclata en sanglots, la question jaillissant comme si elle ne pouvait plus la retenir. « Ils ont empoisonné mon père. » Ethan posa doucement sa main sur le dos de la sienne. Il garda sa voix basse, stable et ferme. « Ton père ne voulait pas que tu vives dans la peur. Il t'a laissé la vérité. » Emma serra l'ours, ses larmes imbibant sa fourrure. « Papa savait ce qu'il lui faisait. Peut-être que ton père savait qu'il ne survivrait pas. Il a compris ce qui se passait et il croyait que quelqu'un te protégerait et préserverait de cette preuve. Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais démasquer chacune de ces personnes ignobles. »
Ethan rembobina quelques sections, écoutant attentivement la respiration, le cliquetis d'un verre, le grattement d'une chaise. Il ouvrit les propriétés du fichier, prit une capture d'écran et enregistra 2 copies de sauvegarde, une sur le disque dur et une sur le cloud. Ses mouvements étaient précis, pas une seconde de perdu. Oncle Ethan, s'il découvre ça, ils reprendront la clé USB, n'est-ce que pas? Personne ne peut plus la prendre. Le regard d'Ethan était stable, sa voix basse. Même pas eux. Il sortit son téléphone et composa le numéro d'un homme d'âge mûr. Quand la voix répondit à l'autre bout du fil, Ethan dit brièvement « Anderson, c'est Ethan. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Il y a des preuves audio liées à un empoisonnement et à un litige familial. » Le professeur William Anderson était un professeur de droit et un avocat spécialisé en finance et en affaires familiales à New York. Il avait conseillé Ethan dans plusieurs transactions difficiles et était connu pour sa méticulosité. Au bout du fil, Anderson parla calmement. « Garde tout tel quel. N'envoie rien par message. Je viendrai. Et Ethan, reste calme. Protège l'enfant d'abord. » Ethan raccrocha, puis se pencha pour rencontrer les yeux d'Emma. « Ce matin, nous allons prendre un vrai petit déjeuner. Après ça, un oncle de confiance viendra te voir. Il ne parle pas beaucoup, mais il est toujours du côté de la vérité. » Emma fit un léger signe de tête. « Oncle, si papa était encore en vie, serait-il content que j'aie trouvé ça? » Ethan déglutit difficilement. « Ton père serait fier que tu aies été assez courageuse pour affronter la vérité. » Il plaça la clé USB dans une pochette anti-choc, la rangea dans le mini-coffre de son bureau, le verrouilla, puis envoya un court message à Anderson. 3 copies sauvegardées, une hors ligne. Emma essuya ses larmes avec la manche de sa chemise. Elle prit une profonde inspiration et murmura à son ours en peluche. « Maman, j'ai trouvé ce que papa a laissé. Je le tiendrai bien serré. » À l'intérieur d'Ethan, la détermination grandissait, haute comme un pilier. Au début, il avait seulement eu l'intention de rembourser Richard. Mais à partir du moment où il a entendu le murmure de Karen, il a su que ce n'était plus une question de gratitude. C'était une responsabilité. Emma était une version plus petite de lui-même enfant, celle à qui on avait enlevé sa place légitime. Il allait la lui rendre. Au même moment, dans un appartement loué, Karen claqua le journal sur la table en verre. Les nouvelles de la veille et au soir disaient « Le millionnaire Ethan Collins emmène la fille des Collins hors de la maison. » Elle enfonça ses ongles dans le bord de la table, sa voix sifflante entre ses dents. « Il me défie. » Robert alluma une cigarette, se pencha en arrière et ricana. « Calme-toi. Ne pleure pas comme ça devant la presse à nouveau. Ils peuvent voir que c'est faux. Tu penses que je ne sais pas que la fille est avec lui et qu'elle détient toujours des parts dans l'entreprise. » Karen se retourna vivement. « Je vais le poursuivre pour enlèvement. Je dirais qu'il l'exploite pour s'emparer des actifs. » Robert expira de la fumée, ses yeux se plissant. « Alors poursuis-le, mais tu dois la ramener à tout prix. Si elle reste hors de portée, notre plan s'effondrera. » Il baissa la tête et parla doucement, comme pour sceller un ordre tacite. « La fille détient des parts de l'entreprise. Elle doit être ramenée à tout prix, sinon notre plan s'effondrera. » Cet après-midi-là, le téléphone d'Ethan n'arrêtait pas de sonner. Sa boîte de réception était inondée de nouvelles alertes, d'articles, de brèves informations, de commentaires en ligne. Une photo de Karen debout devant la maison est apparue partout, les yeux rouges, serrant un portrait en noir et blanc de Richard. Le titre défilait à l'écran. Le millionnaire Ethan Collins retire l'enfant de la maison pour s'emparer des actifs. Ethan éteignit l'écran. Il versa à Emma un verre de lait chaud et dit doucement « Finis ça, puis nous allons à la bibliothèque. » Emma hocha la tête, serrant fort son ours en peluche. Le regard méfiant dans ses yeux refusait de s'estomper. Ils entrèrent dans le hall de la bibliothèque publique. L'espace était silencieux, les pas feutrés sur le sol. Au bureau d'information, une jeune femme leva les yeux et offrit un doux sourire. Elle avait la vingtaine, les cheveux soigneusement attachés, un badge nominatif épinglé à son pull. Emily Carter, bibliothécaire en charge des archives numériques et des registres publics. Sa voix était stable et claire. « Comment puis-je vous aider, vous et votre petite, aujourd'hui? » Ethan posa un mince dossier sur le bureau, une copie du testament, des documents d'enregistrement d'action, le calendrier de traitement de Richard. « Nous devons vérifier les dates d'authenticité et toute irrégularité. »
Emily jeta un coup d'œil au document, puis tendit la main vers Emma. Bonjour, je m'appelle Emily. Je vais t'aider à trouver les bonnes réponses. Emma prit légèrement sa main. Emily se tourna vers son ordinateur, accédant aux bases de données d'entreprise, aux registres électroniques et aux archives publiques de l'hôpital. Ses clics étaient précis, puis ses yeux se figèrent sur un détail. Ici, dit-elle, faisant pivoter l'écran pour qu'ils puissent tous les deux voir. L'accord de transfert d'action est daté du 14 mars. Ethan serait dit. Le jour où Richard a été admis à l'hôpital pour la deuxième fois. Emmanuel hocha la tête. Les dossiers de l'hôpital confirment qu'il était sous sédation pendant 48 heures. La signature sur ce contrat n'aurait pas pu être la sienne, à moins que quelqu'un d'autre ne l'ait signé. Elle imprima 2 copies, les attacha et marqua la divergence de temps avec un stylo rouge. Je vais créer un tableau comparatif. Date du contrat, journaux d'entrée à l'hôpital et échantillons de signatures plus anciennes de Richard. L'incohérence ici est significative. La voix d'Emma était un murmure. Vous me croyez? Je ne mens pas. Il me déteste. Emily croisa son regard. Je te crois, et je vais t'aider. Ethan expira lentement, posant sa main sur l'épaule d'Emma comme une encre. Il se retourna vers Emily. Merci. S'il y a des frais de copie ou d'accès aux archives, mettez-les sur mon compte. Emily secoua la tête. Les archives publiques sont le droit de chaque citoyen. Je ne fais que mon travail. Elle fit une pause puis baissa la voix. Mais vous devriez vous préparer à une autre attaque médiatique. J'ai déjà vu un deuxième article paraître sur le site d'information locale. Ils racontent l'histoire à leur manière. Un message du professeur William Anderson arriva à ce moment-là. Garde Emma près de toi. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire de l'enfance et notifié le tribunal de la famille. Prépare des duplicata de toutes les preuves. Ethan répondit. Nous avons des enregistrements audio. Il y a des signes de falsification de contrat. Réunion cet après-midi. Ils se dirigèrent vers le poste de numérisation. Emily guida les petites mains d'Emma pour placer les papiers sur la vitre et appuyer sur le bouton. Tu te débrouilles très bien. Emma esquissa le plus léger sourire. Pour la première fois de la journée, ses yeux se détendirent. Ethan saisit l'occasion pour passer un appel rapide à son bureau. J'ai besoin que l'équipe juridique prépare un rapport comparatif des signatures de Richard de 2019 à 2023. Urgent. Le téléphone sonna de nouveau. C'était un numéro inconnu. La voix d'une femme se présenta comme une journaliste. Nous voulons vous interroger sur les allégations d'enlèvement. Ethan garda son ton calme. Je publierai une déclaration une fois que le tribunal aura rendu une décision temporaire. Je ne répondrai pas en dehors du cadre juridique. Il raccrocha, ne laissant pas de la question suivante s'échapper du haut-parleur. Emily finit d'imprimer, attacha les papiers dans un dossier et le tendit à Ethan. Ceci est la copie à soumettre. Je garderai le duplicata à la bibliothèque comme l'exige la réglementation sur les archives. Si quelqu'un demande, je répondrai conformément à la loi. Ethan inclina légèrement la tête. Merci, Emily. Emily sourit. Merci de l'avoir amenée ici au lieu de la laisser se débrouiller seule. Quand ils quittèrent la bibliothèque, la brise du soir balayait doucement la rue. Ethan guida Emma à travers le passage piéton. Il savait que Karen n'arrêterait pas. Elle avait de l'argent, des avocats et des caméras prêtes à enregistrer n'importe quelle histoire qu'elle voulait raconter. Il serra plus fort le dossier, se rappelant le rythme. Lent, stable, légal. La nuit tomba alors qu'il retournait à l'immeuble. Dans l'ascenseur, Emma posa son visage contre son épaule, respirant régulièrement. « Es-tu fatigué aujourd'hui? » demanda doucement Ethan. « Je vais bien. Je ne veux pas retourner dans cette maison. » Tu n'auras jamais à retourner dans un endroit qui te fait peur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils entrèrent dans le couloir. Ethan s'arrêta une demi-seconde. De l'autre côté de la rue, à l'ombre des arbres, une voiture noire était garée. Ses phares clignotèrent une fois, puis s'éteignirent, comme un clin d'œil délibéré. Ethan fit entrer Emma, verrouilla la porte solidement et sortit sur le balcon pour regarder en bas. Au volant, Robert Hayes tenait une cigarette entre ses lèvres, ses doigts tapotant un rythme sur le volant. La lueur de la cigarette perçait l'obscurité, révélant le sourire froid au coin de sa bouche. Il pencha la tête en arrière comme s'il savait exactement quel appartement avait la lumière allumée. Les deux hommes se regardèrent à travers la distance silencieuse. Ethan ne recula pas. Il tira simplement le rideau,
passa un appel rapide à la sécurité de l'immeuble et envoya à Anderson un seul message. Ils nous ont suivis jusqu'à la porte. Dehors, les phares clignotèrent une fois de plus, puis silence. La voiture ne partit pas. Une menace silencieuse persistait, attendant juste en bas de l'immeuble. Ethan tira les rideaux et composa le numéro de la sécurité. Il leur ordonna d'augmenter les patrouilles autour du hall et du parking. 15 minutes plus tard, la voiture noire partit enfin. Ethan nota rapidement à Anderson. Ils se sont montrés en personne. Le lendemain matin, il emmena Emma à la bibliothèque. Emily l'accueillit au bureau des enfants et lui tendit une boîte de crayons de couleur. Elle se pencha vers Ethan et parla doucement. « Je vais m'asseoir avec elle. Allez-y, occupez-vous de votre travail. » Ethan hocha la tête, posant une main sur l'épaule d'Emma. « Je reviens tout de suite. Reste ici avec Mademoiselle Emily. » Emma fit un petit signe de tête, serrant son ours en peluche, ses yeux le suivant jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les étagères. Ethan retourna dans l'ancien quartier des Collins. Il sonna à l'appartement 2B. La porte s'entr'ouvrit. Une femme âgée aux cheveux blancs bien coupés et aux cernes sombres sous les yeux dus au manque de sommeil jeta un coup d'œil. C'était Dorothy Wilson, la voisine de longue date de la famille. « Désolé de vous déranger si tôt. » Ethan se présenta brièvement, lui tendant une carte de visite. « J'étais un ami proche de Richard. J'ai besoin d'entendre ce que vous avez vu hier. » Dorothy pinça les lèvres, une main agrippant le bord de la porte, comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Elle murmura. « Je les ai vus. Ils ont traîné la fille dans la cour. » Robert lui tenait le poignet et Karen tenait un seau d'eau. Ils l'ont versé directement sur sa tête. Elle tremblait comme une feuille. Mais Dorothy recula légèrement. « J'avais peur de parler. Ils ont de l'argent, ils ont des relations. J'ai peur. » Ethan n'insista pas. Il expira lentement, croisant son regard. « Si vous restez silencieuse, Emma ne sera jamais libre. Je serai à vos côtés. Vous ne serez pas seule. » Dorothy resta silencieuse un long moment, puis elle ouvrit plus grande la porte, comme si elle ouvrait son cœur. « Je veux dire la vérité, mais j'ai besoin de savoir que je serai protégée. Mon avocat organisera une protection pour les témoins. Vous n'avez qu'à dire exactement ce que vous avez vu. » Ethan lui tendit un bout de papier avec le numéro de téléphone d'Anderson. Il ne parle pas beaucoup, mais il fait le travail. Ils se dirigèrent vers le parking arrière. Près du bord du parking, un homme était assis sur une vieille caisse en bois, portant une veste usée aux épaules effilochées, tournant un morceau de pain sec dans sa main. C'était Frank Miller, le sans-abri souvent vu autour de l'immeuble. Dorothy l'appela. « Frank, viens ici un moment. » Frank plissa les yeux vers Ethan, instinctivement méfiant. Ethan lui tendit une tasse de café chaud qu'il venait d'acheter au coin de la rue. « J'étais un ami de Richard. » Frank l'accepta, la chaleur s'infiltrant dans ses mains gercées. Il s'éclaircit la gorge. « Je l'ai vu hier. Ils ont traîné cette fille comme si c'était un sac. Elle a glissé sur les marches, pleurant sans un bruit. J'ai voulu intervenir, mais Robert m'a fusillé du regard. Je n'ai plus rien à perdre, mais cette fille, elle ne mérite pas de vivre comme moi. Je dirai la vérité. » Ethan lui serra fermement l'épaule. « Merci. » Il lui passa une autre carte ainsi qu'un papier notant une heure de rendez-vous. « C'est votre rendez-vous avec M. Anderson. Je serai là avec vous deux. » Dorothy hocha la tête. Frank hocha la tête. Tous les trois restèrent silencieux quelques secondes, scellant un petit vœu en plein jour. Dans l'après-midi, Ethan retourna à la bibliothèque pour récupérer Emma. Emily avait déjà imprimé un tableau comparatif chronologique. Elle parla rapidement. « J'ai réussi à contacter le service des archives de l'hôpital. La date du contrat de transfert ne correspond pas à l'état de sédation de Richard. » Ethan répondit sèchement. « Bien, demain, nous rencontrons Anderson. Soumettez ceci avec le témoin. » La nuit tombée, Emma se coucha tôt, serrant son ours en peluche, sa respiration régulière. Ethan ouvrit son ordinateur dans le bureau. Il chercha dans de vieux emails et comptes de services liés à la voiture que la femme de Richard conduisait. Un dossier de maintenance apparut. Il y avait un rapport technique du fabricant avec une courte note en anglais. BCM ECU Log, Abnormal Override Entries. Ethan ouvrit la pièce jointe. Une carte de circuit imprimée apparut à l'écran avec d'étranges entrées de journal marquées exactement une semaine avant l'accident. Il appela un ami ingénieur automobile et le mit sur haut-parleur. « Je regarde des journaux étranges dans le BCM. Ce n'est pas lié aux freins.
On dirait que quelqu'un a trafiqué l'unité de contrôle centrale, forçant des commandes incorrectes. La voix à l'autre bout du fil répondit fermement. Si c'est le cas, il a fallu de sérieuses compétences. Aucun amateur n'aurait pu le faire. Et ils auraient eu besoin d'un accès direct au véhicule. Ethan expira lentement. Je me souviens, Richard se plaignait souvent que Robert empruntait la voiture, disant des choses comme aller chercher sa petite amie ou l'emmener pour l'entretien, à l'époque où la femme de Richard était encore en vie. Alors c'est ça, dit brièvement l'ami. Garde les données brutes intactes. Imprime-les. Fais plusieurs sauvegardes. Ne touche plus à la voiture. Ethan enregistra des copies, imprima les fichiers et les plaça dans une pochette étanche. Sur la couverture du dossier, il écrivit une seule ligne. Essayeux par les freins, probablement la main de Robert. Il se pencha en arrière dans son fauteuil et jeta un coup d'œil par une fente du rideau. Les lumières de la ville brillaient encore. C'est vrai que ça, abanément non. Mais de l'autre côté de la rue, sous un auvent, une silhouette sombre se tenait immobile. On aurait dit que la personne était là depuis longtemps, assez patiente pour attendre que quelqu'un fasse une erreur. Ethan tira le rideau, éteignit la lumière du bureau et ne laissa que la veilleuse dans le couloir. Il se dirigea vers la chambre d'Emma et jeta un coup d'œil. La petite fille dormait toujours, serrant fort son ours en peluche, une mèche de cheveux tombant sur sa joue. Ethan murmura, comme s'il se parlait à lui-même. « Robert, tu n'as pas seulement tué ton frère, tu as pris la vie de la mère d'Emma aussi. Tu as volé le bonheur, tu as volé le rire de toute une famille. » Il verrouilla la porte du balcon et vérifia le système de sécurité. Son téléphone vibra. Un message d'Anderson. « Demain 9 heures, amène le témoin et les preuves techniques. » Ethan ferma le téléphone et s'assit par terre, s'appuyant contre la porte d'Emma. Il ferma les yeux quelques minutes. Dehors, la silhouette sombre restait. Une petite étincelle de cigarette s'embrasa puis s'éteignit. Aucun pas ne suivit, mais le sentiment d'être observé persistait, aigu et indéniable, comme une ombre pressée contre son dos. Le lendemain matin, le téléphone sonna avec insistance. Ethan venait d'ouvrir les rideaux quand il vit le message de Dorothy. La fenêtre de la cuisine était brisée et une brique gisait au milieu du sol. Il l'appela tout de suite. La voix de Dorothy tremblait. « La nuit dernière, j'ai entendu un bruit. Quand je suis sorti, la vitre était cassée. J'ai eu très peur. » Ethan dit à Emma de rester avec M. Harris dans le hall, puis se rendit à l'ancien appartement. Dorothy ouvrit la porte, ses mains encore parsemées d'éclairs de verre. Ethan enfila des gants et ramassa la brique. Enroulé autour, il y avait un morceau de papier avec 3 mots griffonnés. « Tais-toi. » Dorothy expira brusquement. « Je sais qui a fait ça, mais je ne retirerai pas mes paroles. » Avant qu'Ethan ne puisse ranger la brique, son téléphone vibra de nouveau. Un bénévole d'une église signala que Frank avait été attaqué dans la ruelle et recevait les premiers soins. Ethan conduisit Dorothy en toute hâte sur les lieux. Frank était affalé contre un mur, du sang suintant du coin de sa bouche, ses yeux gonflés et meurtris. Il essaya de sourire. « J'ai encore mes dents, ne vous inquiétez pas. » Ethan se pencha. « Qui a fait ça? » Frank haussa les épaules. « 3 types. Je n'ai pas pu voir leur visage. Ils m'ont dit de me taire. Je ne peux pas faire ça. » Dorothy plaça une bouteille d'eau dans la main de Frank. « Nous y allons ensemble. Personne ne sera laissé pour compte. » Ethan appela l'avocat. À l'autre bout du fil, la voix calme du professeur William Anderson. « Documentez tout. Prenez des photos de la scène. Faites examiner Frank pour avoir un rapport médical. Je notifierai le tribunal de l'intimidation des témoins d'ici midi. » Ethan retourna chercher Emma. Elle venait de sortir de la salle de lecture pour enfants, serrant fort son ours en peluche contre sa poitrine. Quand Ethan expliqua brièvement ce qui était arrivé à Dorothy et Frank, le visage d'Emma pâlit. « C'est entièrement de ma faute. Si je n'étais pas là, ils n'auraient pas été blessés. » Ethan se figea puis s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Non, Emma, les coupables, ce sont eux. Tu ne portes le péché de personne. Mais ils me détestent. Ils détestent la vérité. Ils ne te détestent pas, toi. » Cet après-midi-là, Ethan amena Emma au cabinet d'avocat du centre-ville. Au 14e étage, la plaque de laiton indiquait « William Anderson, Esquire ». Une femme d'âge mûr ouvrit la porte, se présentant comme Paula Green, l'assistante juridique. Elle sourit à Emma. « Voudrais-tu un chocolat chaud? »
Emma fit un petit signe de tête. Anderson sortit de la salle de conférence, un homme dans la cinquantaine, aux cheveux grisonnants et au regard calme et clair. Il serra la main d'Ethan, puis se pencha légèrement vers Emma. Bonjour, ma chérie. Ici, les grandes vont parler de choses compliquées, mais j'essaierai de m'assurer que tu comprennes en mots simples. Dans la petite salle de réunion, Ethan posa une clé USB et un dossier sur la table. Anderson brancha l'appareil, écouta l'enregistrement et organisa les documents dans l'ordre. La déclaration préparée de Dorothy, des photos de la vitre brisée, des photos des blessures de Frank, le tableau chronologique qu'Emily avait imprimé et le rapport technique sur le système de contrôle électronique de la voiture. Anderson parla lentement, presque en comptant les temps. Nous avons besoin de preuves tangibles, un témoignage au tribunal, des enregistrements avec une analyse numérique vérifiée et des preuves techniques de la voiture. Je demanderai une ordonnance de protection des témoins pour Dorothy et Frank. En même temps, je demanderai que l'enfant soit placé sous votre garde en vertu d'une tutelle d'urgence. Ethan hocha la tête. J'ai assez pour commencer, mais la vérité sur l'accident de sa mère, je ne peux pas tout lui dire encore. Elle s'effondrerait. La porte grinça doucement. Emma se tenait sur le seuil, tenant une tasse de chocolat chaud, les yeux écarquillés. Elle avait dû surprendre une partie de la phrase. Ma mère, ce n'était pas un accident. La pièce tomba dans le silence. Moss, Dan s'avança, posant une main sur son épaule, sa voix tremblante mais claire. Un jour, tu sauras tout, mais aujourd'hui, laisse-moi porter ça avec toi. Emma leva les yeux, ses lèvres tremblantes. Alors, mon père le savait? Ton père a laissé ce qui était nécessaire pour te protéger. Il t'aimait beaucoup. Anderson ajouta, son ton stable, notre travail est de faire éclater la vérité, pièce par pièce, par la loi, au bon moment. Tu n'es pas seul. Emma hocha la tête, ses yeux humides mais s'accrochant aux mots. Pas seul. Paula entra portant un mince dossier. Ceci est la requête pour une ordonnance de protection temporaire et le calendrier de l'audience. Anderson signa, puis se tourna vers Ethan. Ce soir, limitez les allées et venues. Ne laissez pas la fille sortir seule. J'ai informé la police locale des menaces. En fin d'après-midi, ils quittèrent le palais de justice. Ethan tenait la main d'Emma sur le chemin du retour. Monsieur Harris, dans le hall, regarda autour de lui plus attentivement que d'habitude. Dans l'ascenseur, Emma s'appuya contre le bras d'Ethan et murmura « Si je dois parler au tribunal demain, je dirai la vérité. » Ethan serra sa main. « Je serai juste à côté de toi. » La nuit vint. Ethan prépara un dîner simple. Emma mangea peu, mais pour une fois, elle ne s'arrêta pas à mi-chemin. Après son bain, elle s'assit près de la fenêtre, séchant son ours en peluche, silencieuse, comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. Ethan réorganisa les dossiers, vérifiant tout une dernière fois, clé USB sauvegarde, photo de la scène, rapport technique, ébauche de témoignage. La télévision du salon s'alluma sur les informations du soir. Le présentateur lut d'une voix vive. Nouveau développement dans la bataille pour la garde de l'enfant Collins. L'écran montra Karen en robe noire, les yeux brillants, debout devant les caméras. Elle parla clairement, presque comme si elle avait répété « Je me battrai pour retrouver la garde de ma fille. » Le millionnaire Ethan Collins n'est qu'un homme avide qui essaie de prendre le contrôle des actions. Le salon sembla s'enfoncer sous le poids de ses mots. Emma se retourna, serrant fort son ours en peluche. Ethan n'éteignit pas la télévision. Au lieu de cela, il s'avança, bloquant la moitié de l'écran pour qu'Emma ne voie que lui. « Écoute-moi, dit-il lentement, chaque mot délibéré. Le bruit n'est pas la vérité. » L'émission continua, de gros titres défilant à l'écran. Dehors, la ville s'illuminait. Une autre nuit tombait, et la tempête de l'opinion publique ne faisait que commencer. Ethan éteignit la télévision, empila soigneusement les dossiers et vérifia la clé USB une dernière fois. Le lendemain matin, il tenait la main d'Emma alors qu'il franchissait les portes du tribunal de la famille du comté de New York. Le couloir était bondé. William Anderson marchait à ses côtés, portant un épais dossier. Il fit un petit signe de tête à Paula Green, la parajuriste qui attendait déjà. Un huissier de justice, Miller, les guida dans la salle d'audience 3. À l'intérieur, la juge Patricia Coleman était assise en hauteur sur son estrade, son expression sévère. À gauche se tenait l'avocat de la défense Avery Clark,
représentant Karen. À droite, dans la galerie du public, plusieurs journalistes étaient présents. Karen portait une robe noire, les yeux rouges, regardant droit dans les caméras. Robert était assis à côté d'elle dans une chemise sombre, son visage soigneusement composé dans le rôle de l'oncle bienveillant. Le greffier appela les noms des parties. La juge frappa son marteau. La séance est ouverte. L'avocat Clark se leva le premier. Ma cliente, Mme Karen Collins, est une mère désespérée. L'enfant a été enlevé de son domicile contre la volonté de sa tutrice par M. Ethan Collins, un puissant homme d'affaires. C'est un enlèvement déguisé en protection. Karen sanglota au bon moment, pressant un mouchoir sur ses yeux. Ethan se tint droit, sa voix ferme. Votre honneur, cet enfant a été victime de violences psychologiques. Ils l'ont traîné dehors et lui ont jeté de l'eau dessus comme si elle était un objet. J'ai des témoins. Le juge dit, faites entrer le témoin. Dorothy Wilson s'avança, les mains tremblantes. Elle se présenta comme la voisine du dessous. Je les ai vus sortir la fille. Robert lui tenait le poignet. Karen portait un seau d'eau et l'a versé directement sur sa tête. La petite fille s'est recroquevillée et a supplié. L'avocat Clark l'interrompit. Avez-vous une rancune personnelle contre ma cliente? Dorothy secoua la tête. Non, j'avais peur. Peur parce qu'ils ont de l'argent et de l'influence. Mais la vérité, c'est que je l'ai vu. Frank Miller suivit. Il portait un bonnet en tricot usé, sa voix rauque mais ferme. Je dors dans la ruelle derrière. J'ai entendu l'enfant pleurer. Quand j'ai levé les yeux, je l'ai vu être traîné et trébuché. J'ai voulu intervenir, mais Robert m'a regardé comme s'il allait me tuer si je bougeais. Je dis ça parce que je ne veux pas qu'un enfant vive comme j'ai dû le faire. Le juge hocha la tête, prenant des notes. Anderson posa soigneusement la clé USB sur la table. Votre honneur, ceci est un enregistrement caché à l'intérieur de l'ours en peluche laissé par la mère biologique de l'enfant. J'ai vérifié les horodatage et les métadonnées. Avec la permission de la Cour, j'aimerais le jouer. La salle d'audience tomba dans le silence. La voix lasse et tremblante de Richard sortit des haut-parleurs. Qu'as-tu mis dans la bouteille? Je n'ai pas besoin de ça. Quand je le bois, mon cœur s'emballe. Karen, où as-tu eu ça? La voix de Robert, froide comme la glace, répondit. Le médecin l'a prescrit. Bois, c'est tout. Puis le murmure de Karen arriva, si proche qu'il frôla le microphone. Laisse-le boire plus. Un murmure s'éleva puis s'éteignit. Le visage de Robert devint pâle alors qu'il se levait d'un bond. Faux! Fabriqué! N'importe qui pourrait monter ce poème. Anderson ne tourna pas la tête. Votre honneur, j'ai soumis un rapport de vérification de l'origine du fichier, de l'heure d'enregistrement et la confirmation qu'il n'y a aucun signe de falsification. Voici le rapport ci-joint. Il sortit une autre liasse de papier reliée par une attache rouge. De plus, concernant la mort de la femme de M. Richard, le rapport technique montre que le système de contrôle central du véhicule a été trafiqué. Ce n'étaient pas les freins. Les paramètres de l'ECU et du BCM ont été modifiés. Quiconque a fait cela avait à la fois la compétence et l'accès à la voiture. Le juge leva les yeux. Et la source de ce rapport? Anderson répondit. De l'entreprise de maintenance avec les journaux systèmes. Il a été authentifié par leur représentant technique sous serment. L'avocat Clark essaya d'intervenir. Spéculation. Personne n'a directement nommé ma cliente. Anderson continua. Robert Hayes avait l'habitude d'aider en emmenant le véhicule pour l'entretien alors que la victime était encore en vie. Voici le journal du garage que nous avons récupéré. Les entrées correspondent exactement à l'heure de l'interférence. Le juge tourna son regard vers la table de la défense. Madame Karen Collins et Monsieur Robert Hayes, souhaitez-vous faire une déclaration? Les mains de Karen se crispèrent sur le bord de sa chaise, sa voix vacillante. Je me souciais de cette fille. Je ne faisais que lui apprendre. Ethan ne la regarda plus. Il se pencha et parla doucement à Emma. Tu n'as rien à dire si tu ne le veux pas. Emma prit une profonde inspiration, mais se leva quand même. Sa voix était petite mais étonnamment claire. S'ils se souciaient de moi, ils ne m'auraient pas jeté de l'eau dessus. Ils n'auraient pas ri quand je pleurais. La salle d'audience tomba dans le silence. Les mains d'Emma agrippaient un lourlet de sa robe, ses yeux ne se cachant plus derrière personne. Le juge la regarda un long moment, puis se tourna vers le greffier. Notez les paroles de l'enfant mot pour mot.
Anderson présenta un autre document, un tableau chronologique préparé par Emily Carter. Ceci est la preuve de l'accord de transfert d'actions signé alors que M. Richard était sous forte sédation. Il n'aurait pas pu le signer lui-même. Les échantillons de signature ne correspondent pas. Le juge le feuilleta rapidement, son regard s'aiguisant. La Cour reconnaît des signes de falsification dans ce document civil. L'avocat Clark commença à se lever, mais Robert perdit le contrôle, grognant. Cette gamine ment. Et il ne cherche que l'argent. Karen tira sur la manche de Robert, ses mains tremblant violemment. Le juge frappa son marteau, sa voix ferme. À l'ordre, avec ses conclusions préliminaires indiquant un risque de maltraitance, la Cour émet une ordonnance de protection d'urgence pour l'enfant, Emma Collins, la plaçant sous la tutelle temporaire de M. Ethan Collins. De plus, la Cour ordonne la détention immédiate de Mme Karen Collins et de M. Robert Hayes pour faciliter l'enquête sur les accusations d'empoisonnement, de maltraitance d'enfants et de détournement d'actifs. La prochaine audience sera programmée une fois que le procureur du district aura complété le dossier. Karen s'effondra sur sa chaise. Robert resta figé comme une statue de pierre. Les officiers de justice s'avancèrent, les menottant avec des gestes habitués. Les flashs des appareils photo éclatèrent dans la pièce. Emma fondit en larmes, se jetant dans les bras d'Ethan. « Est-ce qu'il me reste quelqu'un? » Ethan l'enlaça, tenant sa tête contre sa poitrine. « Tu m'as encore et tu t'oses encore toi-même. » Le marteau frappa une fois de plus. Le bruit de la salle revint comme une vague déferlante, mais à l'intérieur de cette petite étreinte, un silence chaleureux s'ouvrit, défiant la tempête qui montait dans la salle d'audience. Après le dernier coup de marteau, Ethan signa l'ordonnance de tutelle temporaire. Il passa son bras autour de l'épaule d'Emma alors qu'il quittait la salle d'audience, sa petite main serrant la sienne et refusant de la lâcher. Dans le couloir, Paula Green lui remit une enveloppe avec les papiers de transfert et lui rappela les prochains rendez-vous avec les services sociaux. Ethan hocha la tête en signe de remerciement, puis se pencha et dit à Emma, « Rentrons à la maison ensemble. » Cet après-midi-là, un serrurier vint changer la serrure. La porte en bois, qui avait autrefois été claquée au nez d'Emma, s'ouvrit maintenant avec un léger déclic. Elle se tenait sur le seuil, ses petites chaussures figées sur place. Ethan posa une main sur son dos. « À partir de maintenant, cet endroit ne contiendra plus d'ombre. Nous en ferons un commencement. » Emma prit une profonde inspiration et entra. L'ancienne pièce sentait encore la peinture, et quelques cadres vides sur le mur semblaient attendre que de nouveaux souvenirs les remplissent. Le lendemain matin, les gens commencèrent à arriver un par un. Emily Carter apporta une boîte de livres pour enfants et quelques petits tapis. En souriant, elle posa une main sur l'épaule d'Emma. Ta salle de lecture attendait ses livres. Dorothy Wilson portait un sac de rideaux en tissu qu'elle avait cousu pendant la nuit. Je ne suis pas une experte de mes mains, mais je voulais que les fenêtres aient des couleurs chaudes. Frank Miller arriva avec une nouvelle veste et une boîte à outils à la main. Il sourit faiblement. Laissez-moi essayer de construire quelques étagères en bois. Les compétences de la rue fonctionnent toujours. William Anderson examina chaque papier, chaque permis et le plan pour transformer la maison en centre communautaire. Et un nouveau visage apparut. Linda Johnson, la propriétaire du café du coin, environ 60 ans, avec une voix aussi chaude qu'un four. Elle posa un plateau de sandwich et de soupe chaude sur la table. Je n'ai pas de mots sophistiqués, mais personne ne guérit le ventre vide. Toute la journée, les sons se mêlèrent. Martèlement, rires, bruissement de papier peint. Ethan portait des pots de peinture, Frank grimpait sur des échelles, Dorothy mesurait des rideaux, Emily étiquetait des livres, Linda préparait du chocolat chaud, et Anderson se déplaçait de pièce en pièce, cochant les tâches qui devaient encore être classées. Sur un tableau blanc, Ethan écrivit une ligne et l'entoura. Centre le havre de lumière. Le soir, Emma se tenait devant sa chambre. Les murs avaient été repeints dans des couleurs vives. Le vieux lit avait maintenant des draps frais. Elle toucha la surface du bureau, l'endroit où se trouvait autrefois une photo avec son père. « J'ai peur d'entrer ici, murmura-t-elle. Ethan s'appuya contre le cadre de la porte. « Tu as le droit d'avoir peur et tu as le droit de rester. » Emma hocha la tête. Elle prit son ours en peluche, le posa sur l'oreiller, puis se retourna et dit doucement « Je veux raccrocher la photo de mon père. » Le lendemain, une assistante sociale est passée, Mademoiselle Rivera,
une femme aux cheveux courts avec un regard à la fois doux et ferme. Elle posa à Emma quelques questions simples, prit des notes rapides, et regarda autour d'elle la maison qui prenait progressivement une nouvelle vie. Avant de partir, elle dit à Ethan, la meilleure chose pour un enfant est un adulte qui est constant. Continuez comme ça. La semaine passa, Emma retourna à l'école. Le premier jour, Ethan la raccompagna jusqu'au portail et attendit qu'elle soit en sécurité dans sa classe avant de partir. Ce soir-là, Emily ouvrit un petit coin lecture pour les enfants du quartier. Frank venait de finir de construire 2 longues étagères en bois, l'odeur fraîche du pain flottant dans la pièce. Linda apporta un plateau de biscuits, avertissant « N'en mangez pas trop ou vous aurez mal au ventre », puis glissa secrètement un sac supplémentaire dans le sac à dos d'Emma pour la maison. Dorothy était assise près de la fenêtre, tricotant une écharpe, levant parfois les yeux pour sourire à Emma. Anderson reçut le premier document reconnaissant la maison comme un centre communautaire temporaire, bien qu'ils attendaient toujours le permis complet. Un soir, alors qu'Ethan pliait une couverture dans le salon, Emma sortit, ses doigts triturant l'ourlet de sa chemise. Elle le regarda longuement, puis demanda sans détour. « Veux-tu vraiment être mon père, ou est-ce juste parce que mon père te manque? » La pièce tomba dans le silence pendant plusieurs respirations. Ethan posa la couverture et s'accroupit pour que ses yeux rencontrent les siens. « Au début, c'était à cause de ton père. Il m'a sauvé une fois quand j'étais enfant. Je pensais que je payais une dette, mais maintenant, c'est à cause de toi. Mon cœur te choisit, toi. » Emma se mordit la lèvre, les yeux pleins de larmes. « Si un jour tu ne te souviens plus de mon père, me choisiras-tu encore? » Ethan eut un léger sourire. « Je pourrais oublier beaucoup de choses, mais je n'oublierai jamais les mots que j'ai prononcés. » Le week-end, une pancarte temporaire indiquant « Centre Le Havre de Lumière » était accrochée sur le porche. Des enfants curieux du quartier entrèrent. Emma, timide au début, devint plus confiante. Elle montra les étagères de livres, distribua des crayons de couleur et leur montra comment plier des avions en papier. Quand un garçon demanda timidement « Tu vis ici tout le temps? » Emma hocha la tête. « Oui. Et tu peux venir ici tous les après-midi. » La veille de Noël approchait. Linda dressa la table, Emily accrocha des lanternes en papier, Dorothy déposa un bol de bonbons à la menthe et Frank construisit un sapin de Noël avec du vieux bois. Ethan posa une petite boîte sur la table, emballée dans du papier violet avec un ruban blanc. Quand la maison devint silencieuse, il appela Emma. « Viens ici, ma chérie. » Emma s'assit, ses yeux passant de la boîte à lui. Ethan hocha la tête. « Vas-y, ouvre-la. » Elle défit le ruban et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une nouvelle écharpe violette, douce et assez longue pour draper sur ses épaules. Sous l'écharpe se trouvait une fine enveloppe, le papier jauni par le temps. Emma la sortit. L'écriture était familière, stable. Richard Collins. Ses mains tremblaient alors qu'elle levait les yeux vers Ethan. Il fit un petit signe de tête. Elle ouvrit la lettre. La première ligne était écrite clairement. « Si tu lis ceci, cela signifie que la vérité a éclaté. Fais confiance à Ethan, car je lui fais confiance plus qu'à quiconque. » Emma serra la lettre contre sa poitrine. Dehors, les lumières de Noël scintillaient. À l'intérieur, la pièce devint silencieuse pendant un instant, comme pour laisser les mots de Richard se reposer dans l'air avant que quiconque ne respire à nouveau. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer, et cette lettre en était la porte. Emma plia la lettre de Richard, la plaça dans la petite boîte en bois qu'Ethan avait fabriquée pour elle, puis la verrouilla avec la minuscule clé qui pendait à la sangle de son poignet. Une année s'était écoulée depuis ce moment. Aujourd'hui, elle se tenait sur une chaise, attachant le dernier ruban à la pancarte en bois au-dessus du porche. Ethan tenait l'échelle, levant les yeux. « C'est stable? » Emma sourit. « C'est stable. » Elle sauta à terre, l'écharpe violette sur ses épaules flottant légèrement. À l'intérieur, le centre Le Havre de Lumière brillait de lumière chaude. Des enfants sans abri étaient rassemblés, chacun tenant une tasse de chocolat chaud que Linda Johnson avait préparée. Emily Carter disposa des livres sur la table avec une étiquette « Cadeau de Noël ». Dorothy Wilson ajusta les rideaux qu'elle avait cousus à la main. Frank Miller alluma la guirlande lumineuse qu'il avait fabriquée à partir de bois recyclé. Le professeur William Anderson arriva un peu en retard, portant une épaisse enveloppe. Emma courait autour du sapin de Noël, son écharpe violette frôlant ses joues, ses yeux pétillants.
Elle se pencha pour murmurer à l'oreille d'un ours en peluche assis sur l'étagère. Aujourd'hui, je ne pleurerai plus. Ethan se tenait près de la porte, lui souriant, puis regardant le porche. Les souvenirs affluèrent. Le jour où il avait vu la petite fille trempée par un seau d'eau en plein jour, tremblante, levant le visage comme pour implorer de l'aide. Il murmura doucement, seulement pour lui-même. Richard, j'ai tenu ma promesse. Anderson s'avança, sa voix basse. Il y a des nouvelles officielles. Il ouvrit l'enveloppe et tendit à Ethan une décision de justice épaisse, estampillée du sceau. Robert Hayes et Karen Collins ont été lourdement condamnés pour empoisonnement, maltraitance et fraude dans l'appropriation de biens. Le sabotage du système de contrôle de la voiture de la femme de Richard a été confirmé. Les preuves techniques et les témoignages ont scellé l'affaire. Ethan expira, pliant les papiers. Merci, Bill. Emily, ayant entendu, sourit. La justice peut arriver tard, mais elle n'échoue jamais. Ethan appela. Viens ici, ma chérie. Emma courut vers lui et lui tint la main. Anderson se pencha. Félicitations, courageuse fille. Emma hocha la tête, regarda Ethan, puis parla soudainement, lentement et clairement, comme si elle déclarait quelque chose de longtemps gardé à l'intérieur. Papa, à partir de maintenant, je n'ai plus peur. Toute la pièce s'arrêta un instant. Ethan serra sa main, ses yeux humides. Oui, ma fille. Linda siffla légèrement. C'est l'heure. Les enfants se rassemblèrent autour de l'arbre. Frank actionna l'interrupteur et les lumières éclatèrent de mille feux. Dorothy distribua des bonbons à la menthe. Emily plaça un livre emballé dans les mains de chaque enfant. Ouvrez-les ensemble. Le bruit du papier déchiré remplit la pièce, suivi de cris joyeux mais non chaotiques. Sur le mur, le tableau nouvellement accroché brillait sous la guirlande lumineuse. Centre le havre de lumière, où chaque enfant a le droit à l'espoir. Emma tira la main d'Ethan, le conduisant dans le coin de la pièce où la photo de Richard était placée avec soin. Elle déposa une petite étoile en bois que Frank avait sculptée, puis murmura « Papa, j'ai lu la lettre. J'ai fait tout ce que tu as demandé. » Je crois, Ethan posa sa main sur son épaule, et tu as aidé beaucoup d'autres enfants à croire avec toi. Anderson se pencha près et dit rapidement à Ethan « Les papiers de tutelle permanente seront prêts après les vacances. Le tribunal veut examiner quelques autres points de procédure, mais ce n'est qu'une formalité. » Ethan hocha la tête, incapable de cacher un léger sourire. Les enfants se rassemblèrent pour chanter. Leur voix était inégale mais chaleureuse. Emma se retourna et leva la main. « Papa, on peut chanter ensemble. » Ethan répondit. « Guide-moi. » Ils se tinrent côte à côte, leurs voix se joignant à la foule, n'ayant pas besoin d'être fortes, seulement stables et en rythme. Dehors, la neige commença à tomber, fine comme de la poussière. Paula Green, l'assistante d'Anderson, passa et tendit un petit sac cadeau à Emma, se présenta, puis retourna rapidement au bureau d'accueil. Emma sourit, la remercia et plaça le sac à côté de son ours en peluche. Elle se retourna et serra Ethan fort dans ses bras, comme pour confirmer le mot qu'elle venait de prononcer. Ethan la serra en retour, pressant doucement son front contre ses cheveux doux. Les cloches de l'église voisine sonnèrent, profondes et stables. Tout le centre se tut un moment, comme si tout le monde écoutait un seul battement de cœur partagé. La neige sur le porche se déposa sur la nouvelle pancarte, brillant sous la guirlande lumineuse. Emma leva les yeux vers le ciel à travers la fenêtre, sa petite main serrant celle d'Ethan. Elle parla clairement, ne tremblant plus. « Maman, papa, je ne suis plus seule. » Ethan se pencha, sa voix douce, sa voix douce mais résolue, tendre comme un vœu. « Et tu ne seras plus jamais seul. » L'histoire se termine avec les lumières chaudes du centre Le Havre de lumière, mais le message reste ouvert. Lorsque le mal nous pousse dans les ténèbres, la gentillesse éclaire le chemin. Karen et Robert ont payé leurs dettes devant la loi. Emma a été entourée d'amour et a appris à se tenir droite. Et Ethan a tenu la promesse faite à un ami déchu et est devenu la famille que son cœur avait choisie. C'est la note finale que nous voulons vous laisser. Les méchants seront punis, les bons seront récompensés, et la justice peut arriver tard, mais elle n'échoue jamais à l'arrivée. Où vous situez-vous dans cette histoire? Dans le moment de la blessure comme Emma, ou dans la décision de vous relever comme Ethan? Avez-vous déjà été témoin d'une injustice dénoncée ou d'une main tendue au bon moment?
Si vous aviez une Emma près de vous, que feriez-vous aujourd'hui pour apaiser sa peur? Dites-nous vos pensées, car même une seule ligne de votre part pourrait être la lumière qui guide quelqu'un qui se sent perdu. Je veux aussi prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous ces derniers temps? Cette histoire vous a-t-elle serré la gorge à un moment donné? Si votre journée vous semble un peu lourde, j'espère que cette fin vous apportera une touche de chaleur. Notre chaîne sera toujours là pour vous écouter, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que plus de gens puissent entendre ces histoires réconfortantes et guérisseuses. Merci d'être avec nous. Chaque vue et chaque mot de retour que vous nous donnez est l'encouragement qui nous fait avancer, afin que nous puissions continuer à raconter des histoires qui guérissent, des histoires qui nous rappellent qu'au bout du chemin, la lumière attend toujours.